moi, préserver l'émerveillement, c'est la plus grande forme de résistance aujourd'hui. Vraiment. C'est peut-être l'urgence du 21e siècle, de préserver l'émerveillement. Et c'est presque une promesse que je me suis faite à moi-même quand j'ai vu que plus on grandissait, plus on avait tendance à s'éteindre en fait de la beauté du monde. Et je me suis toujours dit, Victoria, garde toujours ce regard d'enfant qui te rappelle que ce qui t'entoure, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait. Je fonctionne très oui-non. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, donc le projet, ça sera ça. Et j'ai envie que ce soit avec Johan. Et là, quand l'idée, elle est passée de la case réflexion à la case j'y vais, on ne peut plus m'arrêter. Et là, bah voilà, c'était parti. J'ai écrit à Johan et il m'a dit, mais t'es au courant qu'on ne s'est jamais vu? Et on s'était parlé que 3 fois sur les réseaux sociaux. J'incarne mon époque, ma génération. Anxieuse d'un futur incertain et droguée au toujours plus. Mais on ne peut pas rentrer dans les clous d'une société qu'on trouve bancale. Alors j'ai voulu fuir. Une fugue des temps modernes. Sans la connaître, j'ai reçu une invitation de Victoria. Partir en Inde, sans avion. Étouffé par les actualités angoissantes, j'ai accepté d'y aller. Direction l'Inde et Shimla, pour documenter les enjeux de l'eau dans le monde. Ça, c'était le plan. Mais la vie a ce don de déjouer les chemins tracés. It is necessary to see the world, to meet different people, meet different cultures, that widen our mind. Mais une belle histoire, c'est pas des gens qui réussissent tout. Ça ne se passe jamais comme on veut. Jamais. Everything is based on fear. I'm telling you, the moment I will remove all kind of fear, you will be free bird like anything. Trop épanouie, je me sens. Ah, c'est fou. On prend tous la route pour réparer quelque chose en soi. Pendant ces heures de train, on n'est pas parti au bout du monde, mais au bout de nous-mêmes. On a trouvé sur la route ce qu'on ne cherchait pas. Pour faire société, la grande quête de notre époque serait finalement celle de l'émerveillement. Shimla, c'est né d'une envie de retourner en Inde. En fait, au retour de ce voyage en Inde que j'ai fait quand j'avais 18 ans, je me suis promis d'y retourner. Parce que, encore une fois, j'ai jamais été aussi heureuse que dans ce pays. Je veux dire, on n'a qu'une vie, autant la vivre de manière la plus heureuse possible. Et donc, je me suis promis de retourner dans ce pays. Puis après, ma conscience écologique a quand même pris de plus en plus de place dans ma vie. Et donc, l'idée de prendre l'avion, ça me faisait du mal. Donc, je me suis dit, tiens, autant tirer du positif dans cette idée de ne pas prendre l'avion et coupler ça à de l'aventure, puisque j'adore aussi l'aventure, l'exploration, sortir de ma zone de confort. Donc j'ai commencé un peu à rattacher tous les deux bouts en me disant tiens, je vais retourner en Inde, tiens, sans avion. Bon bah du coup je vais traverser plusieurs pays. Et puis après, le jour d'après, c'était pourquoi pas en faire un film. Et puis après, pourquoi pas partir avec quelqu'un. Donc tout ça au final, ça a été une réflexion qui s'est tissée sur des années. Jusqu'au jour où voilà, je fonctionne très oui-non. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit ok, donc le projet, ça sera ça. Et j'ai envie que ce soit avec Johan. Et là, quand l'idée, elle est passée de la case réflexion à la case j'y vais, on ne peut plus m'arrêter. Et là, bah voilà, c'était parti. J'ai écrit à Johan et il m'a dit mais t'es au courant qu'on ne s'est jamais vu? Et on s'était parlé que 3 fois sur les réseaux sociaux. Donc c'était avant que je l'interviewe pour mon podcast. On s'était échangé 2-3 messages. On voyait ce que faisait respectivement l'autre puisqu'on est tous les deux engagés, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et donc il m'a dit écoute, moi j'ai une année d'études encore à terminer, donc il faudrait au moins qu'on attende 1 an. Moi j'ai dit si c'est juste ça, ok, on attend 1 an. Hein. Et puis en fait il y avait tellement de préparatifs à faire que dans tous les cas il nous fallait 1 an. Et à ce moment-là on était dans des discussions avec des potentiels producteurs pour ce documentaire parce que ni Johan ni moi ne savons filmer. Nous savions, maintenant on sait à peu près, mais nous savions filmer. Et, on partait vraiment la fleur au fusil en se disant on veut faire un film, mais voilà, complètement amateur sur le sujet. Et donc on voulait se rapprocher quand même d'un producteur pour légitimer un petit peu notre projet. Et ce producteur en question nous a identifié un sujet, qui était celui de l'eau.
me disant pourquoi vous ne metteriez pas le sujet de l'eau en avant. Et donc en reprenant contact avec les contacts que j'avais eus en Inde à 18 ans, une personne, Anit, m'a dit « Écoute, il pleut plus ou il neige plus à Shimla depuis plusieurs années, c'est un vrai sujet en Inde, allez là-bas ». Donc on s'est dit « Tiens, ça va être notre point de chute, on va aller jusqu'à Shimla en Inde ». Donc Shimla, c'est vraiment né de ça. Et après, on a commencé à faire plusieurs recherches sur des projets qui étaient menés dans le pays en lien avec l'eau. Et donc on a identifié plusieurs associations qui étaient déjà confrontées de près ou de loin au dérèglement climatique aujourd'hui. Et donc ces projets nous attendaient en Inde. Et en fait, au fil de l'eau, sans mauvais jeu de mots, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets qui étaient sous-jacents à celui de l'eau et qu'en fait, ce qui nous importait, nous, c'était pas tant d'exposer des solutions sur A plus B plus C fera que demain on sauvera l'eau, mais que c'était plus comment est-ce qu'on raconte aujourd'hui les enjeux de notre époque. Avec quelle énergie, sous quelle forme, pour au final essayer de mobiliser un maximum de personnes autour de ces enjeux-là, parce qu'aujourd'hui on sait, des solutions il y en a plein, et pour autant on n'avance pas tant. Et donc qu'est-ce qui manque? Et en fait, tout au long du voyage, on s'est rendu compte que c'était pas tant de solutions qui nous manquaient, mais plus de valeurs universelles vers lesquelles il fallait tendre. Et dans chacun des pays qu'on a traversés, à savoir 19 pays en 6 mois, on a reconnecté à des valeurs universelles qui se perdent aujourd'hui. L'amour, la bienveillance, la coopération, la solidarité. Et sans ça, on a beau avoir 1001 solutions pour pallier aux enjeux du monde actuel, on n'y arrivera pas. Et donc au final, ce film a un peu pivoté et aujourd'hui c'est plus une... On appelle ça une poétisation de l'écologie presque. C'est vraiment, on veut mettre en avant l'émerveillement parce que pour nous c'est la force, encore une fois, la plus puissante qu'on puisse mettre au monde aujourd'hui, l'émerveillement. Et donc on en vient à parler d'écologie intérieure, de tous ces sujets qu'on ne pensait pas du tout aborder dans ce film, mais qui au final nous semblent beaucoup plus importants que ceux d'étaler en mode documentaire Arte les solutions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas ce genre de documentaire, mais nous c'est pas ça qu'on voulait raconter. Donc au final on en vient à aborder plein de sujets de la vie et qui font partie de l'écologie. D'où ça prend racine dans la vie, je crois, dans la vie au quotidien. Et finalement, c'est quelque chose d'assez intrinsèque. Depuis que je suis toute petite, j'ai cet émerveillement qui m'habite de juste l'existence en fait. Et de là, tu vois, voir ces petits foufous par terre, ça me rend comme une dingue. De voir là les feuilles du printemps qui arrivent, ça m'émerveille. Et je crois qu'on l'a tous plus ou moins quand on est enfant, cette capacité à s'émerveiller. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on la préserve après en grandissant. Et c'est presque une promesse que je me suis faite à moi-même quand j'ai vu que plus on grandissait, plus on avait tendance à s'éteindre en fait de la beauté du monde. Et je me suis toujours dit, Victoria, garde toujours ce regard d'enfant qui te rappelle que ce qui t'entoure, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait. Et de cette prise de conscience et de cette promesse que je me suis faite à moi-même, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une des choses les plus importantes à propager aussi dans la société pour protéger justement cette nature qui nous entoure. Donc après, de fil en aiguille, cet émerveillement en toute chose s'est tissé à mes projets et à cette volonté finalement d'éveiller les consciences, quoi. J'ai grandi au milieu de la nature, donc évidemment que ça a forgé aussi ce message-là et cette conscience-là. Mes parents sont agriculteurs, donc depuis toute petite, j'ai les pieds dans la terre. J'ai appris à conduire le tracteur avant de conduire une voiture, donc forcément, j'avais cette connexion en fait très directe aux saisons, aux éléments depuis que je suis toute petite. Et de cette connexion-là, la conscience aussi de l'environnement qui se dérègle, ça m'a très vite frappée à la figure, puisque je voyais que mon père, d'année en année, il avait beaucoup plus de mal à cultiver ses terres, que des années il pleuvait mais démesurément et d'autres années il manquait beaucoup d'eau, et qu'en fait il y avait un impact direct sur ses rendements, sur la manière dont on pouvait finalement nous nourrir, et donc d'avoir ça aussi très palpable, très physique, et de pas juste me rattacher à des chiffres en me disant peut-être que dans 10 ans il y aura moins d'eau, mais juste là de le voir, ça m'a d'autant plus poussée, je pense, à m'engager assez jeune. Ça se fait encore. Je crois que ça prend une vie à déconstruire ce qu'on nous bétonne dans la tête depuis qu'on est tout petit. C'est des schémas sociaux qui sont ancrés de génération en génération. Ça demande beaucoup de courage et je pense beaucoup de temps d'enlever un peu ces couches de l'oignon. Il y a eu un élément quand même marqueur et qui a marqué un tournant en tout cas dans cette prise de conscience-là. Ça a été une mission humanitaire que j'ai faite en Inde quand j'avais 18 ans,
où j'ai eu une intuition que j'explique toujours pas aujourd'hui, une petite voix qui me disait « va en Inde ». Mais c'était complètement irrationnel parce que j'avais pas le pourquoi en fait, je voulais y aller. C'était juste un message qui me disait va dans ce pays. Et quand on me disait mais pourquoi tu veux y aller? T'es une femme, t'es jeune, c'est un des pays les plus pauvres au monde, qu'est-ce que tu vas y faire? J'avais juste besoin qu'on me laisse partir. Et en fait j'ai connecté avec quelque chose de plus grand que moi dans ce pays, avec lequel j'avais jamais connecté avant. Et paradoxalement, je me suis jamais sentie aussi heureuse et épanouie qu'en étant dépouillée de tout ce que je connaissais, de mes proches, de mon confort matériel, de mes idées préconçues, finalement de tout ce qui fait notre vie et qu'on essaie de le bétonner. J'ai dû m'en détacher en Inde. Et c'est en m'en détachant que je me suis sentie pleinement vivante. Et en rentrant en France, j'ai eu comme un gros contre-coup en fait des claques que j'ai pu prendre sans vraiment les conscientiser quand je les vivais en Inde, où tous les paradoxes de la société me sautaient aux yeux. Et j'avais 19 ans et en fait je veillais à cocher les cases une à une dans l'excellence, j'ai toujours été bonne élève, donc là j'étais en 2e année d'école de commerce. Et je visualisais ma vie comme finalement un enchaînement de cases à cocher. Et je voulais juste continuer d'être majeure de promo, signer mon plus beau CDI, avoir un beau salaire à la fin de mes 5 années d'études et puis dérouler le tapis quoi. Et en fait en rentrant de ce voyage, je me sentais en dissonance cognitive et j'avais le sentiment de me mentir à moi-même. Et c'était super inconfortable parce qu'il y avait une part de moi qui voulait creuser des questions plus existentielles, de quête de sens, de pourquoi je fais les choses, comment je veux les faire. Est-ce que vraiment je suis obligée de cocher ces cases comme on me dit de les cocher? Et à la fois, il y avait quand même cette pression de la société où à 20 ans, on n'a pas confiance en soi. Et du coup, on a envie en fait, de se raccrocher à des choses très matérielles, très palpables, je sors en boîte de nuit parce qu'on m'a dit qu'à 20 ans, il fallait sortir en boîte de nuit pour être aimé. Je vais faire les boutiques parce que c'est comme ça qu'on m'a dit que je serais belle. Je ramène des bonnes notes parce que c'est comme ça qu'on m'a dit que je serais heureuse dans ma vie. Et donc j'étais un peu paralysée entre finalement ces deux voix qui sont complètement opposées. Mais la voix du « écoute-toi » était plus forte en fait. Et jusqu'au jour où ça m'a amenée finalement à l'écriture, c'est un peu l'échappatoire qui m'a permis de détricoter toutes ces questions existentielles qui se passaient dans ma tête, où j'avais l'impression de ne pas avoir de réponse et de me sentir très seule. Et l'écriture, ça a vraiment été ma bouée de sauvetage où je m'acceptais en fait. J'acceptais ces questions et je me disais, les fuis pas, creuse-les. Donc je l'ai posée par l'écriture et après est venue l'envie de créer un podcast qui s'appelle Nouvel Œil, dans cette idée d'aller rencontrer des gens qui potentiellement auraient des réponses à ces questions. Et donc c'est des questions de comment réussir une vie, qu'est-ce qui nous rend profondément heureux, qu'est-ce que pour vous finalement l'amour, et toutes ces questions qui nous habitent tous en fait. Et j'ai eu envie d'aller rencontrer des personnes qui aujourd'hui sont épanouies dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont alignés et parce qu'ils ont un impact sur la société de par leur manière d'habiter le monde en fait. Donc j'ai lancé mon podcast comme ça, avec vraiment juste des questions qui m'habitaient et l'envie, mais insatiable de les poser. Et j'ai jamais arrêté ce podcast. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je l'anime et c'est au cœur de ma vie. Donc après, mon engagement et mes projets sont venus les uns après les autres, un peu comme par magie. C'est ça qui est beau, c'est que quand on est aligné et qu'on ose faire confiance en cette petite voie-là, il y a la bonne rencontre, le bon projet qui amène à une autre bonne rencontre et un autre projet. Et après, la vie, elle déroule le tapis. C'est pas tous les jours facile, mais donc j'ai très vite après fait ce lien entre l'écologie et la quête de sens finalement, en comprenant que nos crises de sens généralisées dans la société, elles sont intimement reliées à la crise écologique. Pour moi, la transmission, pas que intergénérationnelle, mais la transmission au sens large, c'est ce qui permet de faire société et de grandir en tant qu'humanité. C'est ce qui permet de nous nourrir, de nous remettre en question et finalement peut-être de ne pas trop s'éloigner de ce qui compte vraiment dans une vie. Et donc là, je parle plus précisément de la transmission intergénérationnelle, et d'où le livre « Tu penses quoi de la vie, mamie ?» où en fait j'ai essayé de remettre au cœur de ce livre toutes ces valeurs qu'ont nos grands-parents qui se perdent aujourd'hui, qui sont des valeurs liées à la solidarité, au partage, à l'amour, et à finalement tout ce qui vient de la terre, de cette connexion physique aux éléments, à ce qu'on fait de manuel en fait. Simplement coudre un vêtement, cultiver un potager, se reconnecter aux choses qui sont simples, qui n'ont pas de valeur et qui permettent finalement de nous ancrer et de nous rappeler qu'on est des animaux en fait. Je pense que c'est vraiment ça.
Et je crois qu'un jour, je me suis réveillée en étant très nostalgique de toutes ces choses qui se perdent dans notre société du toujours plus, où on est obnubilé par les réseaux sociaux, le numérique, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et je crois que ça me fait super peur en fait, parce que c'est comme si on n'avait plus le contrôle de rien, qu'on était assisté partout, mais qu'au final on se rendait même plus compte qu'une tomate, ça poussait sur un arbre, tu vois, et qu'une carotte, ça poussait dans la terre. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça en fait très normales et qu'on a l'impression que tout le monde sait, mais qu'on ne sait plus. Et je crois que j'ai eu peur en fait. Là, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'on perde tout ça, parce que si on perd ça, on a tout perdu. Et donc dans cette idée à la fois de renouer avec les choses qui comptent vraiment, et aussi de garder ce dialogue entre générations et aussi entre nous, parce qu'aujourd'hui on n'a jamais été autant connectés, digitalement parlant, mais au final déconnectés humainement parlant. On dit très rarement bonjour à notre voisin dans un bus maintenant, les vitrines c'est nos téléphones quoi. Et on a du mal ne serait-ce qu'à échanger des regards dans la rue, parce que tout le monde... Enfin, on est des zombies un peu. En fait, je nous fais peur. En nous observant, j'ai peur. Et je me dis, il ne faut vraiment pas perdre ces liens humains et ces connexions-là qu'on peut avoir. Et donc, pour ça, la transmission, c'est clé. Et aussi pour ne pas, je crois, tomber dans le conformisme ou dans la facilité de se dire c'est la faute des autres. Ça peut être c'est la faute des autres générations, comme ça peut être la faute des entreprises, où au final on se déresponsabilise en disant moi j'ai rien à faire parce que c'est un tel, c'est pas de ma faute parce que c'était les générations d'avant. Et en fait de transmettre, ça permet aussi de recréer un dialogue et une écoute. Et je crois qu'aujourd'hui c'est rare maintenant de s'écouter. On entend des choses de partout, mais vraiment une écoute profonde c'est très rare, parce que ça demande de se remettre en question, de replacer l'humilité aussi au centre des discussions. Et c'est beaucoup plus inconfortable d'écouter et d'accepter que peut-être qu'on a tort, ou que peut-être qu'il y a une autre réalité qui n'est pas celle qu'on connaît, que de dire je reste dans mes idées préconçues, je crée du dialogue avec des personnes qui me comprennent, et au final je tourne le dos aux autres générations et aux méchants de ce monde, quoi. Donc pour ça la transmission c'est vraiment le maître mot, et même de tous mes projets, que ce soit le podcast, l'écriture, les conférences, là le film, c'est des manières de transmettre et de communiquer qui sont différentes pour toucher un public différent, mais qui ont toutes ce même lien à la transmission au final. Pour moi, préserver l'émerveillement, c'est la plus grande forme de résistance aujourd'hui. Vraiment. C'est peut-être l'urgence du 21e siècle, de préserver l'émerveillement. Là où tout tente de nous attacher à des choses très matérielles, très impalpables au final. L'émerveillement, c'est ce qui nous sauvera toujours, quel que soit le tournant que prendra la société, tout ce qu'on pourra nous enlever de quelque part que ce soit. L'émerveillement, c'est une posture mentale et un muscle qui se travaille et qui ne dépend qu'à nous de travailler. Et je crois que vraiment, c'est notre plus grande force. Et ça se modèle en fait. C'est dans des petites attentions du quotidien, c'est une présence au monde au final, l'émerveillement. C'est vraiment une manière de voir tout ce qui nous entoure en conscience. Et donc ça passe par quelles relations je nourris et comment je les nourris. Ça passe par quel oiseau, je vois que tu lèves la tête, tu vois, c'est quels oiseaux nous entourent et comment je les écoute. Quelle est la lumière du jour, comment je m'habille, comment j'habite le monde au sens large en fait. C'est vraiment ça. Et l'émerveillement est partout. Et ce qui est triste, c'est que aujourd'hui, on ne sait plus voir ça, quoi. On remet notre bonheur dans la main de conditions extérieures, de relations, de cases à cocher, de dressing rempli, de CDI, de salaires de toujours plus élevés. Mais c'est des choses qui sont à la fois éphémères, qui ne dépendent pas de nous et qui sont jamais assouvies, en fait. On voudra toujours le truc en plus. Alors que l'émerveillement, c'est partout pour qui veut bien le voir en fait. Et c'est vraiment une posture qui se travaille. Il y a des jours évidemment c'est plus compliqué de voir l'émerveillement parce que nous-mêmes on est peut-être plus dans le brouillard, parce qu'on est triste, qu'on a mal dormi, que pour X ou Y raison. Mais il y a toujours cette possibilité le matin en se levant de se dire cette journée je vais essayer d'en voir des détails un peu de partout. Là moi je suis émerveillée par la nuance de vert qu'il y a dans les arbres au printemps, au début du printemps. Souvent c'est 1 ou 2 semaines, ça dure pas longtemps. Mais c'est un vert vif qui, chaque année, je me dis, mais c'est magique, quoi. Et cette posture mentale, très concrètement, je la travaille à travers des petits rituels, que ce soit
à travers la pleine conscience, la méditation que je pratique tous les matins et l'écriture aussi. J'ai vraiment tous les soirs un petit rendez-vous avec moi-même où je dors plus avec mon téléphone dans ma chambre. Donc à partir, je me couche assez tôt, sauf quand je vais faire des projections de Shimla, mais souvent vers 21h30, je suis dans mon lit et je prends un carnet et en fait j'écris toute ma journée, mais j'essaie vraiment de me remémorer tous les détails qui ont fait cette journée et qui l'ont rendue unique. Donc ça peut être un sourire dans un bus, ça peut être une boulangerie que j'ai testée, une nouvelle boulangerie, ça peut être... vraiment c'est dans des petits détails anodins et le soir vraiment je fais ce travail de qu'est-ce qui a rendu cette journée unique et différente de celle d'avant alors même qu'elle aurait pu être pareille. Et de cet exercice, je me rends compte qu'en fait, dans mon quotidien, du coup, je suis un peu à la pêche aux détails qui vont être écrits le soir dans mon carnet. Et donc ça, c'est un petit rituel que j'ai qui vraiment travaille cette capacité d'émerveillement. La méditation aussi. Et après, encore une fois, c'est un muscle. Donc en fait, plus on essaie de voir l'émerveillement, plus ça devient une quête à l'émerveillement et finalement un art de vivre qui on se pose même plus la question, quoi. C'est un peu toujours tout autour. J'essaie de lui laisser de plus en plus de place au silence et au vide. Et c'est très challengeant pour moi parce que je pense, comme beaucoup de personnes dans cette société aujourd'hui, on a tendance à être dans l'hyperactivité et à presque culpabiliser quand on n'en fait pas assez ou quand on ne rentabilise pas notre journée. Et je suis passionnée de vie et du coup, évidemment, que j'ai envie de toujours faire plein de choses et que j'ai encore cette frustration de je suis dans l'océan mais j'ai envie d'être dans la montagne, je suis avec telle personne mais en fait j'ai envie d'être avec telle personne. Et c'est une boulimie de vie qui au final n'est jamais assouvie. Et donc ça j'y travaille à vraiment me dire mais en fait c'est dans le silence aussi que tu trouves toute la richesse du monde. Et c'est pas évident parce que c'est des moments où on aurait envie de se fuir en fait. Et où au premier abord on aurait l'impression de perdre du temps. Mais en fait ça nous apprend à vraiment aller toucher la profondeur du silence et de tout ce qui nous entoure. Et justement à peut-être d'autant plus tirer ces détails d'un même décor en disant là je suis ici, je fais rien, mais j'arrive à être aussi épanouie, heureuse et comblée que si j'étais ailleurs à faire autre chose et à finalement être dans l'action mais à ne plus conscientiser que je suis en train de faire ce que je fais. Et donc laisser de place au silence et au temps long, c'est intimement rattaché à la méditation au final. C'est possible à tout moment dans la journée. J'y travaille encore, très honnêtement, et j'essaie d'y laisser de plus en plus de place. Mais ça peut aussi être dans des micro-moments, simplement dans un bus par exemple, plutôt que d'écouter de la musique ou de lire ou de faire quelque chose, d'être sur son téléphone, de juste être dans le bus en fait. Et d'être présent à tout ce qui nous entoure et de laisser place au vide, c'est ça aussi. Même s'il y a de l'action autour de nous, même si on est dans une certaine forme de mouvement, de ne pas être dans l'action en parallèle sur autre chose, je rentabilise mon temps de trajet, etc. Mais juste être là, je laisse le temps défiler. Et ce qui est beau, c'est que c'est souvent dans ces moments-là qu'on ressent profondément des choses qui sont merveilleuses, qu'on se sent pleinement vivant et qu'il y a de belles surprises, qu'il y a de belles idées qui viennent, qu'il y a des choses qui émergent en fait de la vie, quoi. J'ai peur, forcément, il y a des jours la peur me rattrape parce que oui, on fonce dans le mur et ça, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Mais ça me pousse d'autant plus à garder ma positivité bien active et ma capacité d'émerveillement inébranlable parce que je me dis ça, par contre, ils ne me le voleront pas, ma capacité d'émerveillement. Et oui, j'ai peur, et oui, ça prend trop de temps, et oui, on n'avance pas assez vite, ça c'est évident. Mais pour autant, cultiver des énergies très anxiogènes, de l'ordre de la colère, de la peur, de la tristesse, ça fera pas avancer les choses plus vite. Et on pourrait penser que si, et évidemment qu'on a le droit de se laisser traverser par ces émotions-là, et ça m'arrive aussi, je suis humaine. Mais je pense qu'il faut quand même veiller à garder quelque chose de très positif autour de cette cause-là, pour encore une fois embarquer plus de monde autour de nous. Parce qu'on voit aujourd'hui quand même une démobilisation générale autour de l'écologie. En fait, on en a marre qu'on nous dise quoi faire, que oui, c'est bien les petits pas, mais c'est pas assez, qu'un tel, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais t'as pris l'avion, t'es sérieux, mais tu manges encore de la viande aujourd'hui, mais Total Energy, t'es au courant, mes trucs, mes machins. Et en fait, si on passe notre temps à se tirer des balles dans le pied, et à dénoncer un méchant et à valoriser les gentils, on n'y arrivera pas en fait. La cause, elle est mondiale. Et il faut juste se dire qu'on n'a pas tous les mêmes clés entre nos mains, on n'a pas tous les mêmes chances de base,
On n'a pas tous le même niveau de conscience. Mais en fait, on n'est qu'une seule humanité. Et donc, comment est-ce qu'on est à l'écoute aussi de la différence? Et même et surtout à l'écoute de celles et ceux qu'on ne comprend pas aujourd'hui et contre lesquels on pourrait être en colère, en fait. Et pour ouvrir le dialogue avec ces personnes-là, il n'y a rien de mieux que le levier de l'amour. Et ça peut paraître hyper paradoxal parce qu'on n'a pas envie de dire Patrick Pouyanné, on l'aime. Et à la fois, si, on l'aime, en fait. Parce qu'il faut faire avec lui. Et c'est pas en étant contre lui qu'on y arrivera. Et en tout cas, c'est la manière dont j'envisage aujourd'hui les choses. Et je dis pas que c'est c'est pas une vérité incarnée, mais pour moi, on est vraiment dans le caca et ça, c'est sûr. Et donc, il faut faire ensemble aujourd'hui. Et c'est dans ça que je trouve de l'espoir. Parce qu'il y a plein d'énergies qui naissent de partout, d'initiatives, de prise de conscience. Et de réaliser aussi qu'on n'est qu'un. Et que l'espoir, il est dans tous ces pays qu'on a traversés avec Johan, où la porte nous était ouverte en fait. Mais ça m'a donné une telle confiance en l'humanité et je suis rentrée, je me disais mais en fait l'humanité elle est là et elle est partout et on va y arriver. Juste parce qu'il y a de l'humanité. Et ça m'a donné vraiment un espoir infini ce voyage. Dans l'amour qu'on a reçu. Vraiment, l'amour c'est le maître mot. Faire des choses folles c'est peut-être une manière de dire de ne pas laisser nos peurs nous empêcher de vivre. Parce qu'on est tous paralysés par des peurs, moi la première. J'étais paralysée quand j'ai terminé mes études et que j'ai dit à mes parents que je n'allais pas prendre de CDI, que j'avais aucune idée de comment gagner ma vie, que j'ai dû compter toutes mes dépenses, que j'ai dû apprendre à vivre dans la sobriété. Et je ne suis pas privilégiée plus privilégiée que quelqu'un d'autre, loin de là. Et donc j'aurais pu laisser ces peurs m'empêcher et me dire rentre dans le conformisme, ne te pose pas trop de questions, ça sera plus confortable. Mais en fait on s'éteint. Et inviter chacun à suivre cette petite flamme intérieure et à faire des choses folles et à ne pas laisser les peurs nous étouffer, c'est finalement inviter chacun à révéler son plein potentiel. Et je crois qu'on ne fait jamais une si belle société que quand chaque individu ose exprimer sa singularité au monde, parce qu'on est doué dans ce qu'on aime faire. Et on rayonne dans ce qu'on aime faire. Quand on est passionné par quelque chose, ça se sent. Et donc on est positif, et donc on impacte le monde par notre simple manière d'être en fait. Et pour moi, c'est la plus belle façon de s'engager aujourd'hui. Et ça peut être en faisant du pain, ça peut être en faisant des peintures, ça peut être en montant une entreprise quelle qu'elle soit, ça peut être en écrivant, ça peut être en tenant un média comme le vôtre. Il y a plein de manières de s'engager. Et ces manières de s'engager, elles sont intimement rattachées à qu'est-ce que toi tu aimes profondément. Et pour ça, ça demande un vrai travail personnel de déconstruction des peurs, de ces schémas qu'on nous inculque depuis l'enfance. Et donc faire des choses folles, c'est vraiment oser cet élan de détache-toi du regard des autres, détache-toi des peurs financières, détache-toi de... Et je dis pas qu'il faut être complètement inconscient, mais de mesurer en fait ces peurs pour qu'elles soient plus des moteurs que des freins. Voilà. Donc faites des choses folles, n'hésitez pas. La vie est courte, hein, vraiment. Je dis ça, j'ai 26 ans, je sais pas ce que je dirais quand j'aurai 60 ans, mais il paraît que la vie est courte en tout cas, donc chaque minute compte.